multiples blessures à ses intestins grêles, selon le tribunal, font partie des lésions retrouvées sur le corps du petit Mason Dominguez, 4 ans. C'est juste un bébé et il n'a pas été protégé. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici un monde cruel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon de 4 ans retrouvé dans un congélateur à son domicile de Las Vegas. Il était là depuis des mois et sa mère affirmait qu'elle était elle aussi une victime. Mais cela n'était peut-être pas le cas. Voici l'histoire de Mason Dominguez. Mason Alexander Dominguez est né le 8 septembre 2017 à Las Vegas, dans le Nevada, de sa mère Deja Maldonado et de son père Elijah ou Eli Dominguez. Mason était décrit comme un petit garçon de 4 ans, heureux et extraverti. On disait aussi qu'il était très intelligent et qu'il adorait apprendre. À 3 ans, il connaissait déjà toutes ses lettres et chiffres. Il aimait nager chez sa grand-mère et était prêt à sauter dans la piscine à chaque occasion. Mason avait aussi une sœur aînée. Après des années de relation, les parents de Mason, Deja et Eli, se sont mariés en septembre 2019. Un peu plus d'1 an plus tard, en décembre 2020, son père Eli a été admis à l'hôpital pour une pneumonie. Il est décédé plus tard, le 17 janvier 2021, de ce que l'on pensait être des complications liées à la maladie. Après la mort inattendue d'Eli, sa veuve Deja s'est retrouvée à lutter pour payer les factures et élever leurs enfants. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne soit réconfortée par l'un des connaissances d'Eli, Brandon Tosland. Ils ont vite commencé à se parler sans cesse et quelques mois après la mort d'Eli, sont sortis ensemble. Ils n'ont été ensemble que pendant une courte période avant que Deja et ses enfants n'emménagent avec Brandon en mars 2021. Brandon avait également la garde de ses 2 enfants qui vivaient là parfois. Au début, tout semblait heureux, mais Deja a raconté que lentement et méthodiquement, Brandon a accru son contrôle sur elle et ses enfants. Sa famille s'est inquiétée lorsque Brandon leur a manqué de respect lors d'une réunion de famille. Après avoir exprimé leurs craintes à Deja, elle a commencé à s'éloigner. Selon Deja, Brandon devenait de plus en plus possessif envers elle. Il contrôlait la façon dont elle dépensait son argent, où elle allait, et lui prenait son téléphone de façon aléatoire. Parfois, il devenait même violent, la bousculant et la mettant dans des prises d'étranglement. Il n'a pas fallu longtemps avant que Brandon transforme leur maison de 3 chambres en une véritable forteresse. Il a déjà dit avoir couvert les fenêtres et posé des serrures sur les portes des chambres, dont il avait la seule clé. Il utilisait la vidéosurveillance chez lui et installait des détecteurs de mouvement. Brandon a ensuite commencé à prendre son téléphone portable, à gérer ses réseaux sociaux et à couper les liens avec sa famille. Il surveillait même Deja lorsqu'elle allait aux toilettes. Deja travaillait comme phlébotomiste, technicienne de santé prélevant des échantillons de sang. Mais en décembre 2021, Brandon a envoyé un message à son travail pour dire qu'elle démissionnait. Il a également envoyé des messages à sa famille, les rabaissant et les éloignant encore plus. À partir de ce moment-là, Deja a dit qu'elle n'avait plus le droit de quitter la maison. Elle a déclaré que Brandon la maltraitait désormais physiquement, sexuellement et émotionnellement. Ses enfants étaient également victimes de mauvais traitements physiques et psychologiques. Deja était essentiellement la prisonnière de Brandon, et lorsqu'elle n'était pas forcée de préparer les repas ou de nettoyer la maison, il la faisait attacher dans la chambre. La mère et ses enfants étaient souvent enfermés dans des pièces séparées. Deja dit qu'elle n'a jamais eu l'impression de pouvoir s'enfuir en sécurité avec eux. Parfois, Brandon emmenait Deja en voiture, comme lorsqu'ils accompagnaient sa fille à l'école. Mais elle était menottée à l'accoudoir et cachée derrière un pare-soleil pour que personne ne puisse voir ce qui se passait. C'est dans cette voiture que Deja a découvert un paquet de post-it et un stylo. À partir de ce moment-là, elle écrivait quelques mots sur les notes et les cachait jusqu'à ce qu'elle puisse écrire à nouveau. Une fois qu'elle avait terminé, elle glissait les morceaux de papier dans ses vêtements, puis sous son matelas, un endroit où elle savait que Brandon ne regarderait pas. Sur ces notes,
Deja avait écrit des choses comme « À l'aide, je suis retenue captive » et « Appelez ma mère, il a une arme à feu, faites attention ». Elle a aussi envisagé de donner les notes à un facteur, un inconnu ou un livreur de pizza. Finalement, dans la nuit du 21 février, Brandon lui a permis de dormir dans la même chambre que sa fille de 7 ans. C'était la première fois que cela arrivait depuis qu'elles étaient retenues captives. Deja a alors expliqué à sa fille ce qu'elle devait faire et insisté sur l'importance que Brandon ne le découvre pas. Quand l'heure d'aller à l'école est venue, elle a dit à sa fille « Glisse ce mot sous ton pied dans ta chaussure pour le cacher ». Le lendemain, la fillette de 7 ans est arrivée à son école primaire de Las Vegas et elle a remis le mot à son enseignante. Le mot disait que Deja et ses enfants étaient retenus captifs par son petit ami. Il disait aussi qu'elle craignait que son fils de 4 ans, Mason, soit mort parce qu'elle ne l'avait pas vu depuis des mois. En fait, elle ne l'avait pas vu depuis le 11 décembre. L'enseignante a immédiatement prévenu les autorités qui ont alors surveillé Brandon jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir des mandats de perquisition. Pendant qu'elles attendaient, Brandon et Deja sont sortis de la maison et sont partis en voiture. La police a pu arrêter Brandon pour une infraction au code de la route et l'a placé en garde à vue. Deja a également été secouru. À ce moment-là, ils ont trouvé des menottes attachées au siège où Deja était assise. Brandon, 35 ans, a été placé au centre de détention du comté de Clark et inculpé de 2 chefs d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. Sa libération sous caution a été refusée. Ce n'était pas la première rencontre de Brandon avec les forces de l'ordre, puisqu'il avait déjà eu des accusations de violence domestique en 2013 et 2019. En 2013, il avait frappé sa propre sœur au visage à plusieurs reprises. Puis en 2019, il a été arrêté pour des accusations de violence domestique parce qu'il aurait frappé sa petite amie au visage après avoir pensé qu'elle le trompait. Les 2 affaires ont été classées sans suite. En 2019, Brandon avait été condamné à effectuer des travaux d'intérêt général et à suivre une thérapie de gestion des impulsions. Après son arrestation, les enquêteurs se sont rendus au domicile de Brandon, situé au 4307 Saddlebrook Park Drive à Las Vegas, pour effectuer des recherches. Dans un congélateur du garage, enveloppé dans un sac poubelle, ils allèrent découvrir le corps du petit Mason, 4 ans. Il était caché sous un faux fond en carton et sous une pile de nourriture congelée. Le petit garçon présentait des blessures visibles sur une grande partie de son corps, notamment une lacération à l'œil gauche, des contusions au visage, à l'abdomen, au bras, ainsi que des éraflures sur toute la tête. Une partie de son intestin grêle avait également été arrachée. À l'intérieur du garage, les autorités ont également trouvé plusieurs sacs absorbant les odeurs, un système de filtration de l'air et quelques ventilateurs. Dans l'arrière-cour, ils ont découvert un trou de près de 2,50 m de profondeur. Ils pensaient qu'on voulait l'utiliser comme tombe pour Mason. De la terre de ce trou a été retrouvée dans un camion U-Haul garé devant la maison depuis des semaines. L'autopsie de Mason a révélé des signes de maltraitance répétés, dont des blessures au visage, au bras, à l'estomac et à la tête du garçon de 4 ans. Il a été déterminé qu'il avait été battu à mort avant d'être placé dans le congélateur. Selon Deja, quand elle et les enfants ont emménagé avec Brandon, il voulait seulement tisser des liens avec eux. Rapidement, il a commencé à les punir en les mettant au coin ou en leur donnant des fessées pour leur mauvais comportement. Bientôt, elle a commencé à remarquer de plus en plus d'ecchymoses sur le corps de Mason. Mais Brandon avait toujours des excuses, disant qu'il était tombé ou que le chien l'avait renversé. Parfois, il disait simplement qu'il n'avait aucune idée d'où venaient les ecchymoses. Il n'a pas fallu longtemps avant que Brandon ne commence à discipliner les enfants de façon excessive, surtout Mason. La sœur du petit garçon l'a décrit comme ayant de graves ecchymoses sur tout le corps. En septembre 2021 déjà, a désinscrit Mason de son programme de prématernelle. Elle a affirmé que c'était parce que Brandon l'avait forcé à le faire, car il craignait qu'il commence à avoir des soupçons à cause de toutes les ecchymoses de Mason. Puis, le 11 décembre, Deja a dit que Mason était tombé très malade. Il vomissait et avait la diarrhée. Elle voulait chercher une aide médicale pour son fils. Cependant, son petit ami Brandon a dit qu'il ne pouvait pas l'emmener aux urgences. À la place, Brandon a emmené le petit garçon dans la chambre principale, puis a barricadé la porte pour que personne ne puisse entrer et vérifier comment il allait. Plus tard, Deja a demandé à Brandon des nouvelles de Mason et a alors appris sa mort. Mais Brandon a affirmé que la mort de Mason n'était qu'un accident et qu'il s'était réveillé pour trouver le petit garçon inconscient, couvert de vomi.
Il a affirmé avoir tenté un massage cardiaque sans succès. Ensuite, Brandon a caché le corps du garçon de 4 ans dans le congélateur du garage. Brandon a également dit à Deja qu'elle n'avait pas le droit de voir le corps de Mason parce que, je cite, « sinon sa liberté lui serait retirée » et il lui a interdit d'aller dans le garage. Son avocate m'a dit que Toslin menaçait souvent la mère avec des armes à feu à la maison, répétant « Il y a des meurtres non résolus tous les jours. Ils ne m'attraperont pas s'ils ne trouvent pas de corps. » Le lendemain de la découverte de Mason dans le congélateur, amis et voisins ont organisé une veillée aux chandelles en son honneur. Beaucoup ne connaissaient pas le petit garçon, mais souhaitaient lui rendre hommage. En septembre 2022, Brandon se verrait infliger 2 autres chefs d'accusation de CA concernant la sœur aînée de Mason. Elle a dessiné une image pour une thérapeute de ce qu'il lui avait fait, alléguant que Brandon l'avait étranglée avec son bras et une autre fois avec un cordon d'aspirateur. En mars 2022, Deja a déposé une plainte dans le comté de Clark, au tribunal de district du comté contre Brandon Toseland, alléguant homicide injustifié, séquestration, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et négligence. La plainte réclamait des dommages-intérêts d'au moins 15 000 $. En réponse, l'avocat de Brandon a déposé une demande reconventionnelle. Il a déclaré que Deja savait depuis le début que Mason était mort et qu'elle et Brandon avaient pris ensemble la décision de conserver le corps du petit garçon dans le congélateur jusqu'à ce qu'ils puissent réunir les fonds nécessaires pour l'enterrer. La vie du couple a repris son cours. L'avocat a affirmé que les 2 enfants de Brandon, dont il avait la garde partielle, n'avaient aucune idée que Deja et sa fille étaient retenues captives séparément à l'intérieur de la maison, ni même qu'elles étaient retenues captives tout court. Après la mort de Mason, Brandon et Deja ont dit à la grande sœur du garçon et à d'autres proches qu'il était chez un grand-parent. La sœur de Brandon a déclaré qu'à la mi-décembre, Deja lui avait dit que Mason séjournait chez un autre membre de la famille. L'avocat a également affirmé que la paire de menottes retrouvée dans la voiture au moment de l'arrestation de Brandon n'avait pas servi à retenir sa petite amie, mais plutôt à des fins d'activité sexuelle. D'après ce que j'ai pu trouver, il n'a pas été précisé si Deja était réellement menotté au moment où la police les a interceptés ou si les menottes étaient simplement posées là. Peu de temps après que le corps de Mason a été retrouvé, Deja a engagé un avocat. Cependant, selon lui, la mère avait parlé librement avec les policiers et elle avait été innocentée de tout soupçon. L'avocat de Deja a précisé qu'il s'occupait seulement des questions médiatiques. Il a ajouté que Deja et sa fille restaient chez leur famille pendant leur convalescence. La mère de Mason a également créé une cagnotte GoFundMe pour aider à payer les frais de ses funérailles. En même temps, la famille du père du petit garçon, Elijah, a créé sa propre cagnotte GoFundMe que l'avocat de Deja affirmera être non autorisée. GoFundMe a décidé que les 2 collectes de fonds étaient légitimes. Sur la campagne lancée par la famille d'Elijah, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas été autorisés à voir Mason ou sa sœur depuis la mort d'Elijah. Ils ont également déclaré que Mason avait été assassiné par des personnes en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance, et non par une seule personne en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. Inutile de dire que la famille de Mason et d'Elijah pense que Deja devrait également être tenu responsable de la mort de son fils. Il n'était pas vraiment convaincu que Deja avait été retenue prisonnière par Brandon. En fait, les 2 enfants de Brandon étaient issus d'une relation qu'il avait eue avec la sœur d'Elijah. Vers le moment où Elijah est décédé en janvier 2021, Brandon, Elijah, la sœur d'Elijah, Deja et les enfants vivaient tous ensemble. La mère d'Elijah vivait également là-bas et elle s'occupait souvent des enfants. Selon les proches d'Elijah, Deja et Brandon étaient déjà ensemble lorsque Elijah est décédé. Mary Lee Ruiz était présente lors de la révélation des circonstances du décès de son neveu. Je n'aurais jamais pensé que Brandon serait capable de faire du mal à un enfant. La dynamique familiale est compliquée. Ruiz est sortie avec Brandon Toseland il y a des années et a 2 enfants avec lui, mais Ruiz est aussi la sœur du père de Mason, Ellie, qui était mariée à la mère de Mason. Je ne suis pas ici pour discréditer ou minimiser la victimisation de qui que ce soit. Mais Ruiz dit que ses enfants étaient aussi présents au même moment et se demande pourquoi aucun signal d'alarme n'a été déclenché. Je ne comprends pas comment ça a duré si longtemps.
et je vous ai vu plusieurs fois. Quelle est la raison pour laquelle mes enfants, ma nièce et mon neveu ont dû être placés dans ce genre d'environnement? Ruiz dit que pendant 2 mois, jusqu'à ce que le corps de Mason soit retrouvé dans le congélateur, ses enfants lui disaient que Mason était avec sa grand-mère maternelle. Ce sont les enfants qui, au plus profond de mon cœur, sont les véritables victimes à cause de leur innocence. La famille d'Elijah souligne aussi que quelques jours avant que le corps de Mason ne soit retrouvé, Deja a publié cette photo d'elle et Brandon sur son Instagram avec la légende « Merci d'être toi, de m'avoir montré le véritable amour. Merci d'être honnête et de toujours communiquer. Pour m'aider à rester concentré et bien plus. Je t'aime, joyeux anniversaire et bonne Saint-Valentin. » Rien ne laissait penser qu'elle était retenue contre sa volonté. Un autre élément qui rendait l'histoire de la mère plutôt fragile était le fait qu'elle avait dit à la police que, le 16 décembre, 5 jours après avoir vu son fils pour la dernière fois, elle et la famille faisaient leurs valises et se préparaient à partir ensemble en voyage en Californie. Cette semaine-là, Deja avait aussi ses examens finaux à l'université, donc elle était souvent absente de la maison. Cela contredisait ce que son avocate avait affirmé sur sa captivité dans la maison. Selon Deja, toute cette semaine-là, elle quittait la maison seule dès 6h20 du matin et ne rentrait parfois qu'aussi tard que 9h du soir. Cependant, elle n'avait jamais sollicité les autorités pour signaler la disparition de son fils ou demander de l'aide. Le 17 décembre, Deja avait même déposé sa fille à l'école toute seule, sans Brandon. Mais elle n'avait pas non plus demandé de l'aide à ce moment-là. C'est ce jour-là qu'elle a confronté Brandon parce qu'il ne la laissait pas voir Mason depuis une semaine entière. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a découvert que Mason était mort, selon elle. C'est après cela que Brandon a retenu elle et sa fille prisonnières dans la maison, refusant d'aller en prison, bien qu'il répétait que la mort de Mason était un accident. Des mois avant la mort de Mason, Deja a admis aux autorités qu'elle avait vu des bleus sur ses fesses. Elle a également découvert une spatule dans le placard de Brandon qui correspondait aux marques sur le corps de son fils, donc elle savait qu'il avait été frappé avec cette spatule. Pourtant, elle est restée avec son petit ami, permettant que cela continue. Aujourd'hui, le meilleur ami d'Elijah depuis qu'il a 8 ans, Jake Haidt, a fait des déclarations surprenantes en ligne. Il pense que Deja pourrait aussi être impliqué dans la mort d'Elijah. Selon une publication sur les réseaux sociaux qu'il a écrite, Deja n'a jamais aimé Elijah. Elle le supportait simplement. Jake se souvient que lorsque la fille aînée du couple est née, il a dû apporter de la nourriture à Elijah parce que la mère de Deja, Diane, n'avait apporté de la nourriture que pour sa fille. Mais lorsqu'Elijah était à l'hôpital et commençait à se remettre de sa maladie, Diane lui a apporté de la nourriture. De la nourriture qui l'a rendu malade très peu de temps après et a entraîné son admission en soins intensifs. Diane, qui était infirmière diplômée, aurait également apporté de la nourriture à Elijah en novembre, alors qu'il était encore chez lui et venait de tomber malade. Peu de temps après avoir mangé à ce moment-là, il était lui aussi tombé malade. Jake et d'autres membres de la famille d'Elijah pensèrent que la nourriture avait été empoisonnée, mais aucune autopsie n'a jamais été faite. Il a été dit que c'est parce que Deja a refusé de l'autoriser. Elle n'a pas non plus permis à la famille d'Elijah d'assister à ses funérailles. De plus, le jour même où Elijah est décédé, Deja a changé les serrures de l'appartement afin que sa mère, qui y vivait et s'occupait des enfants, ne puisse pas entrer, le jour même où son fils était mort. Selon la famille d'Elijah, Deja et Brandon avaient utilisé l'argent provenant du décès d'Elijah pour acheter la maison où Mason serait retrouvé plus tard. Le procès de Brandon était initialement prévu pour le début de l'année 2024. Cependant, il a de nouveau été reporté et n'a toujours pas eu lieu. Les funérailles de Mason ont eu lieu en privé le 1er mars 2022. Sa famille paternelle a organisé une célébration en son honneur, n'ayant pas été conviée aux funérailles. Ils ont dit au sujet de Mason: « Nous garderons toujours en mémoire ce petit garçon doux et précieux et tous les merveilleux souvenirs que nous avons de lui. Notre famille sait que Mason est au paradis avec son papa, dansant et jouant pour toujours. » Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Mason aujourd'hui. À mon avis, sa mère aurait dû être inculpée de quelque chose. D'après ses propres déclarations, elle s'est rendue compte que Brandon maltraitait ses enfants bien avant qu'il ne commence prétendument à la séquestrer dans la maison.
Elle a également eu presque une semaine entière après la disparition mystérieuse de Mason pour aller voir la police, mais elle ne l'a pas fait. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'elle méritait une punition aussi? Si vous aimez les histoires de true crime racontées par moi, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je couvre? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@awickedworldtruecrime@gmail.com.